Bonjour à tous. Le Bénin a célébré jeudi sa 64e fête nationale. La fête a eu lieu avec les traditions et des innovations par endroits. On décrypte l'organisation de ces manifestations officielles de la fête de l'indépendance avec notre invité de ce dimanche, Conrad Baguidi, président de l'association de développement de Saint-Valoux. Cher invité, bonjour. Bonjour William. Merci d'être là avec nous dans cet entretien. L'actualité ces derniers jours est aussi faite de la nouvelle configuration de la loi organique sur le Conseil économique et social. Notre invité est haut conseiller de la République. Il va sans doute nous donner sa lecture, la lecture qui est sienne à ce propos. Au menu de ces échanges aussi, la délocalisation du marché d'Antokpa et les réformes incitatives dans le monde des affaires au Bénin, notamment au profit des PME, PMI. Franck, bonjour. Bonjour William Clécan, Conrad Baguidi, bonjour. Bonjour Franck. Merci de vous déplacer sur le plateau de Zone Franche. Avec vous, nous allons parler de cette actualité encore vivante, la célébration des 64 ans de la fête de l'indépendance. Vous avez assisté aux célébrations de cet anniversaire de l'indépendance de notre pays, ici à Cotonou. Quelle impression gardez-vous de l'édition de cette année ? Merci Franck, merci William, en effet de m'accueillir ici. Parler de la fête de l'indépendance, donc de 64e anniversaire d'indépendance au Bénin, est pour moi quelque chose de fort. Disons, il sera davantage plus fort si je vous propose que nous puissions plutôt favoriser, promouvoir l'acronyme Fête nationale. Parce que, voyez-vous, ça fait 64 ans que nous avons accédé à l'indépendance, et donc 64 ans, aucun de nous ici n'était né, beaucoup de choses se sont passées, et le temps passe. Et l'idée, c'est de proposer un regard vers l'avenir, un regard vers la construction de la nation, un regard qui fait notre identité. Et donc, du coup, que nous soyons plutôt davantage à la promotion de l'acronyme Fête nationale. Alors, un moment fort que j'ai eu le privilège, auquel j'ai eu le privilège d'assister, parce que vivre un défilé comme nous avons pu l'avoir le 1er août dernier est un moment d'émotion, d'unité nationale. Émotion parce que c'est vrai que il y avait beaucoup de monde qui était présent, une estimation à 5000 personnes avec un défilé de 3000 hommes. Donc c'est vraiment un moment important où nous avons vu. Et là, j'ai envie de vous partager quand même cette émotion. Nos forces de l'ordre et de défense qui sont revenus de l'opération Mirador. C'est-à-dire donc ceux qui vont combattre les gens qui nous attaquent dans l'extrême nord, donc qu'on appelle les djihadistes, ou je ne sais pas quel nom on va leur donner, les assassins, d'accord? Des gens qui sont allés combattre, donc du coup qui ont risqué leur vie, mais en même temps c'est vrai, c'est un engagement, c'est un sacerdoce chez eux. Il n'en demeure pas moins que les voir revenir est une satisfaction, c'est un moment d'émotion qui a été partagé par tous. Nous nous sommes levés, tout le monde s'est levé derrière le président de la République, je pense, en guise d'un grand merci. Pour leur dire, la République est ensemble, nous sommes derrière vous et on vous remercie. Pendant que je parle, certains sont encore là-bas et la lutte continue, parce que je partage avec nos forces de défense et de sécurité la phrase typique qu'ils ont l'habitude d'utiliser: aucun centimètre carré ne doit être laissé à l'ennemi. Et donc, c'est un moment qui a été un moment donc de magnificence donc de cette force-là que nous avons de nos militaires qui sont revenus. En dehors de ça, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de symboles. Si vous permettez, je vous en partage quelques-uns. Depuis maintenant 4 ans, je pense que c'est depuis 3 ans maintenant qu'on fait cette fête-là sur cette avenue. Je pense que nous avons de plus en plus des repères où tout se déroule sous le regard de notre Agodje et de notre aïeux Bioguera, des symboles qui nous font, on va dire, une certaine fierté d'appartenir à un ensemble qui est la nation béninoise. Et derrière ça, c'est des symboles qui apparaissent. J'ai vu par exemple que tout le monde chantait à l'unisson l'hymne national dans les langues
nationale. Que ce soit notre chanteur qui a commencé à Mbatannou, qui a fini en fond, que ce soit Pépé Oleka qui a également déroulé une belle interprétation de l'hymne national, tout le monde a chanté l'hymne. Moi, je me souviens qu'il y a des années encore, il y a peu de gens qui savaient fredonner l'hymne national dans nos langues. C'est des symboles qui sont importants et que le 1er août nous rappelle, ou du moins nous renforce chacun dans nos esprits. Et ça, je crois que c'est une chose qui est magnifique. Un symbole d'unité. Et ça, j'ai envie quand même de le partager. Et c'est l'esprit que nous pourrions développer, chaque Béninois autant que nous sommes. Que nous soyons de la mouvance, de l'opposition, de la société civile, des artistes. Tous sont concernés par ce moment fort. Et là, j'ai envie de souligner la présence remarquée de l'opposition, qui était également présente et qui a participé à ce moment-là parce que c'est leur fête, c'est la fête à tous les Béninois. Voilà donc beaucoup de symboles d'unité. C'est ça, moi, ce que je retiens. Des émotions à fleur de peau, parfois. Alors, on retient quoi concrètement, in concreto? Ben, bien sûr, on retient que de plus en plus, le Bénin, en plus d'être une république, est désormais une nation, une vraie nation. C'est important. Alors, vous savez, on a besoin de continuer à construire. D'accord? Mais pour construire, il faut poser des actes qui rappellent ces symboles-là de la nation. Et c'est le moment où on a quand même on va dire une agglomération de plusieurs actes qui peuvent être vus. On a parlé de culture, c'est important. On a parlé de l'armée, c'est important. Et d'ailleurs même, nos amis les Nigérians qui sont venus, ils sont venus en tant que Nigérians. Oui, ça c'est quand même important. Ils sont venus en tant que Nigérians. Nous ravir la vedette avec des tableaux multicolores et en stand ovation. Non, je ne pense pas qu'ils nous aient ravi la vedette parce que si vous y étiez, quand les Nigérians sont partis de la scène, ça a été une autre ambiance qui a démarré. C'est vrai qu'ils ont fait un beau spectacle qui a peut-être un peu trop duré. Voilà, qui a duré. Qui a peut-être un peu trop duré. Parce qu'ils ont fait le tiers du temps de tout le défilé. Absolument. Alors, d'aucuns disent qu'ils ont fait environ 40 minutes, mais c'est vrai que c'est quand même pas peu. Ils ont fait 30 minutes. Ils ont fait 30 minutes. Voilà, donc 30 minutes, c'est parce qu'on n'a pas eu véritablement des délégations d'autres pays, qu'on s'est accroché aux Nigériens, au tableau qu'ils présentaient, pour dire, ben oui, eux, ils sont arrivés, faisons-leur la part belle. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas rentrer dans le secret des organisateurs, mais je pense qu'ils étaient dans des tableaux qui étaient assez sympas, qui étaient bien déroulés, mais qui n'ont peut-être pas eu besoin, qui ne devraient pas être répétés autant de fois. Sinon, moi, j'ai quand même eu de beaux spectacles avec nos forces de défense et de sécurité nationales. Vous étiez au niveau de la Marina, vous avez suivi en direct tout ce qui se passait, mais loin de cette avenue, dans votre Savalou natal, comment est-ce que ça se vit souvent? Est-ce que est-ce que ça se vit de la même manière que vous décrivez cela tout en beauté là? Écoutez, moi j'étais pas malheureusement à Savalou parce que j'ai pas encore le don d'ubiquité, donc je pourrais pas être à la fois à Cotonou et à Savalou. Vous connaissez bien la mentalité, la façon dont les Savalois apprécient ces genres d'événements et ainsi de suite. Non, mais votre question est très importante parce que je pense que autant je parlais de cette unité qui était démontrée sur le plan national, je pense qu'il y a un travail que nous devons continuer à faire dans les localités. La décentralisation n'est pas que économique, elle est également culturelle, elle est dans le sens de la nation, etc. Donc il y a des choses en fait qu'il faut arriver à descendre. Mais moi je ne connais pas le budget des communes sur ces aspects-là pour en dire davantage. Mais c'est vrai qu'on pourrait effectivement trouver un peu plus d'ambition, un peu plus on va dire, de magnificence sur les symboles, les valeurs de la République pour davantage donner le goût de cet événement-là à l'ensemble de la population et les rassembler. Ben, ceci dit, à Savalou, il s'est passé quand même des choses qui sont intéressantes, mais il nous revient à nous de continuer à les amplifier avec tous ces éléments-là que j'ai évoqués, qui relèvent donc du budget, de l'implication de chacun, de la valorisation également de chaque individu qui voudrait participer à la fête. Donc ça, là-dessus, je fais confiance à nos compatriotes de la commune de Savalou pour arriver à apporter leur pierre à l'édifice pour que ce soit plus beau. Votre jeunesse, si vous l'avez dit, quand on a cédé à l'indépendance, on n'était peut-être pas né, mais ça ne nous empêche pas de voir la marche que nous avons eu à faire, le Bénin, la marche qu'il a faite pendant tout ce temps-là.
Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on a évolué? On a fait des pas en avant ou on a fait un peu de surplace à votre avis? Si nous prenons point par point au plan politique, économique, socioculturel par exemple. Écoutez, on ne peut pas dire qu'on a marqué les pas. Je pense que le Bénin est un pays qui progresse et qui progresse encore davantage depuis ces 8 dernières années. Ça, c'est une évidence. Mais je veux peut-être prendre un symbole qui est celui, donc, aujourd'hui. En tout cas, moi, je pense que nous sommes à un tournant important de notre histoire. C'est que sur le plan politique, nous avons beaucoup de réformes qui sont prises de manière régulière dans notre pays pour faire avancer une vision, pour faire avancer des projets de société. Certains peuvent en discuter, d'autres pas, peu importe. Aujourd'hui, le commandement appartient à quelqu'un, il fait avancer le pays avec un certain nombre de réformes. Dans ces réformes, nous pouvons identifier le fait que l'identité béninoise se concrétise sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel. Et de quoi parlez-vous? Alors, de quoi je parle? Simplement sur le plan, je prends par exemple sur le plan culturel. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez voyager dans différents pays et vous allez constater qu'il s'agisse de l'Occident ou même dans des pays africains, que davantage les gens parlent du Bénin comme étant une destination curieuse par sa culture, une destination qui intéresse. Je ne veux même pas aller jusqu'au Vodun Days, qui arrive juste comme un point culminant au mois de janvier, mais c'est tout au long de l'année que ça se passe. Notre art est de plus en plus révélé, notre histoire est de plus en plus partagée. C'est ça le développement. Le développement, je vais même aller plus loin. Les gens qui, par exemple, pensent que le développement passe par un panafricanisme dur, on peut discuter de cette notion-là, par exemple, passe à côté de l'histoire que vous me demandez de vous décrire sur les différentes années de l'indépendance aujourd'hui. Parce que nous progressons, mais nous n'avons pas besoin de progresser contre les autres, nous avons besoin de progresser pour nous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on vous dit, et là je prends sur le plan économique, qu'aucun fil de notre coton ne peut plus sortir, ne doit plus sortir du territoire, c'est une indépendance économique. C'est un idéal. Jusque-là, c'est un idéal. Non. Pourquoi vous dites juste cela? C'est une réalité désormais. Quand vous allez à Glodjigbe, nous avons désormais... On sorte une partie quand même. Non, mais justement, le fil, aujourd'hui... Mais on a besoin d'exporter également pour avoir des devises, rapporter de l'argent. Nous avons besoin d'exporter la matière transformée. Parce que c'est ça qui est gage, nous avons développé la technologie pour transformer toute la matière aujourd'hui, à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Je vous invite à aller à Glodjigbe pour regarder aujourd'hui. Plusieurs fois. Ben voilà, donc vous avez constaté que nous sortons des produits manufacturés, des produits finis, qui sont exportés. Vous savez qu'on a des commandes qui sont faites par des grandes firmes étrangères. Évidemment, on est encore au début, mais c'est déjà pas mal pour notre économie. C'est un début. Et nous allons continuer dans ce sens-là, tant que nous continuons à produire suffisamment pour faire en sorte que nos usines fonctionnent, parce que ça ne va pas s'arrêter, il y en aura d'autres qui vont arriver. C'est de cette manière-là qu'on va capter l'économie par la transformation, parce que l'économie qui consiste à vendre la matière première, c'est une économie qui meurt. Donc aujourd'hui, nous avons cette capacité-là à dire que depuis l'indépendance à ce jour, nous avons quand même des éléments à montrer sur le plan culturel, sur le plan économique. Sur le plan politique, il n'y a pas besoin de le rappeler que nous avons quand même progressé. Et je pense que ça, c'est depuis longtemps que nous avons commencé à faire cela. D'accord? Depuis la conférence des forces vives jusqu'à aujourd'hui, le Bénin est resté un modèle démocratique que les gens finalement, ont envie de... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et sur quel, en tout cas, levier nous devons nous appuyer véritablement pour changer un peu les choses? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous en 64 ans? Il y a bien des choses qui n'ont pas marché en 64 ans. Vous savez, quand je vois par exemple que c'est depuis, je pense, 2016 ou 2017 qu'il a été possible d'annoncer que tous les pays africains peuvent venir au Bénin sans visa, pour moi, ça n'a fait que durer trop longtemps. Parce que nous avons besoin d'échanger, en fait, entre nous pour développer notre économie. Quand je vois que pendant plusieurs mois, le Nigeria nous a fermé sa frontière, c'est aussi quelque chose qui n'a pas bien fonctionné.
ce que je ne mets pas en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, c'est autre chose. Quand je vois que, par exemple, nos cadres n'ont pas su s'intéresser à l'agriculture et ont toujours pensé que c'est dans les bureaux que ça se passe, pour moi, ça n'a pas... Enfin, voilà différentes choses. Quand je vois que nous sommes ici, la plupart des cadres, à aller à l'université pour ressortir et tous finir dans les bureaux, je pense que c'est des choses qui n'ont pas marché. Il faut changer le paradigme. Il faut remettre le pays au travail, au travers donc de la formation de chacun, pour que davantage on ait des acteurs qui sont capables de contribuer directement à la création des valeurs, à la création et à la participation à l'économie nationale, pour que nous ayons une meilleure croissance, à la fois croissance économique et j'espère très vite croissance humaine, dans le sens donc du bien-être des populations. C'est ça l'idée. Donc oui, il y a des choses qui n'ont pas marché. Voilà quelques exemples. Y a-t-il d'autres réflexions qui vous montent à l'esprit quand le Bénin sexagénaire doit se délecter d'avoir fait, je ne sais pas, plus de 64 ans de vie? Je ne vois pas bien votre question. Pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres idées de réflexion sur l'avancement du Bénin? Ça marche en 64 ans, notamment là où on a moins fait des progrès. Bien sûr. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui prises en compte. Vous avez vu, par exemple, en matière d'infrastructure, nous faisons des progressions. Ça n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, ma rue n'est pas encore cultivée. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Ça, c'est une parenthèse. Donc, on a encore besoin de progresser en matière d'infrastructure. Mais il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Et merci pour les différents acteurs de cela et pour les acteurs d'aujourd'hui qui sont aux commandes. Mais la santé de nos populations, c'est quelque chose qui doit se poursuivre, qui doit s'élargir. Vous savez, moi j'ai travaillé un peu sur les tranches d'âge de nos populations en matière démographique et je m'aperçois quand même que il y a très peu encore de Béninois, malgré la belle croissance. Aujourd'hui, on a une prévision de 14 millions d'habitants au Bénin. Mais nous avons les personnes âgées qui commencent à l'âge de 60 ans, mais qui représentent une part infime de la société. Ça veut dire que, c'est vrai, nous avons une jeunesse dynamique, forte, mais nous vieillissons très mal et nous mourons un peu vite. Alors, on est mieux lotis que d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire ou d'autres, mais il n'en demeure pas. Donc, il y a un travail à faire du point de vue santé pour élargir l'accès aux soins à beaucoup plus de monde. Je pense qu'il y a un projet qui est en cours, vous le connaissez aussi bien que moi, qui commence d'abord par les populations les plus vulnérables. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, ça puisse s'étendre pour que beaucoup ou l'ensemble de la population puisse avoir... Tout le monde veut bien manger, non? On veut manger copieux, on veut manger naturel. Parfois, on n'a pas les moyens, ça ne suit pas. Ben justement, heureusement, c'est bien de ne pas avoir les moyens. Parce que manger copieux, c'est pas bon pour la santé. Bon, quand je dis copieux, par exemple, vous prenez, je sais pas, le riz le matin. Certains sont contraints de changer peut-être ce qui accompagne le riz à midi. Le soir encore, on fait du riz au gras, et ainsi de suite. Toute une journée, vous mangez du riz. Moi, je mets cela dans le copieux. Alors qu'ailleurs, on mange peut-être de l'omelette le matin. À midi, c'est peut-être des frites. Le soir, c'est peut-être un peu de pâtes ou même des fruits, ainsi de suite. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ce mode de vie. Ça va venir. Moi, je suis sûr que ça va venir. Parce qu'il faut commencer à créer de la valeur pour avoir les moyens de tout financer. Si vous n'avez pas les moyens de financer tout d'avance, et que vous commencez à le faire, vous n'aurez plus jamais... C'est le banqueroute, ça s'appelle. En matière d'entreprise, par exemple, il n'est pas possible de commencer à investir énormément dans le social avant de commencer à avoir une création de valeur et commencer les ventes. On est obligé d'aller par palier. Et aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'il y a des choses qui ont avancé. Moi, je ne suis pas spécialement un défenseur d'une cause. Je suis juste dans les faits. Dans les faits, je vois que, par exemple, dans les écoles, dans les cantines scolaires, par exemple, les cantines scolaires dans les écoles sont devenues une réalité. Donc, je prends ces enfants-là qui étaient à jeun le matin, qui venaient à l'école, qui désormais peuvent avoir quelque chose dans le ventre et bien étudier. Parce que à la fin de la journée, c'est quand même ça ce qu'il nous faut. Des enfants qui peuvent étudier dans de bonnes conditions pour la relève demain. Donc, c'est un pas. Je pense que
les salaires ne sont pas restés au même niveau depuis ces années-là. Il y a eu quelques progressions. Est-ce que ce n'est pas un sujet à ne pas évoquer? Non, comme je suis pas... Enfin, moi, je pense que moi, je suis à l'aise, en fait, hein, sur tous les sujets. Vous observez un peu trop, non? Non, je suis aussi un peu dans l'action. Pourquoi vous dites ça? Je sais que mes amis syndicalistes ne seront pas tout à fait... Pas que, même Franck et moi, nous ne serons pas d'accord quand vous avez ça. Je vous propose de couper cette partie. Le panafricanisme. Pour vous, bon, quand on dit indépendance, on parle de souveraineté nationale et internationale. Il y a dans le champ lexical de ce mot parfois, quand on l'élargit bien, le panafricanisme. Pour vous, il est quelque peu galvaudé aujourd'hui. Oui, totalement. Totalement. Et moi, je suis plutôt l'un des... Alors, je ne veux pas dire que je suis défenseur du panafricanisme sain, mais j'ai envie d'alerter un peu sur, entre guillemets, l'agitation qui se fait désormais sur ce mot et qui apporte d'autres notions qui peuvent déranger la compréhension de nos populations. Le panafricanisme n'est pas le combat contre les Blancs. Le panafricanisme n'est pas le combat contre la France ou les États-Unis ou je ne sais pas quoi. Le panafricanisme, c'est un combat pour nous, Africains. C'est l'Union africaine. C'est la rénovation de nos valeurs culturelles. C'est la défense des intérêts des peuples noirs dans le monde, aussi bien dans la diaspora que dans nos différents pays. C'est le partage, c'est l'autodétermination, mais c'est l'autodétermination en termes de, on va dire, de comment on fait pour décider ensemble de notre avenir. Il n'y a pas besoin d'aller combattre les autres pour nous parler et décider de notre avenir. Un ogre ou un gros bourreau qui avait notre pain en main. Entre-temps, on a besoin de le démolir et d'arracher notre pain pour soi. Et ça aussi, c'est de l'autodétermination. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a encore votre pain en main aujourd'hui? Ben, répondez. C'est parce que vous le voulez, si c'est le cas. Parce que la lutte qu'a fait Marcus Garvey, d'accord, n'est pas celle de Kwame Nkrumah, même si c'est une continuité, d'accord. Aujourd'hui, la lutte qui se fait n'est plus de la même intensité parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, le fait de l'autodétermination, par exemple, si on prend ce fait, c'est-à-dire le fait de décider pour soi et d'avancer ensemble en tant qu'Africains, ça n'est pas la même douleur que nous avions eu du temps de Marcus Garvey au début du XXe siècle, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, on nous parle tout à l'heure, on a parlé de la fête nationale, et on a parlé d'un certain nombre de choses qui se font. Sincèrement, est-ce que vous pensez que dans le budget national, on va encore tendre la main aux gens pour dire, ben voilà, pour payer nos fonctionnaires, on a besoin d'argent? Ce temps est révolu. Donc ça veut dire que les méthodes ne doivent plus être les mêmes. Mais d'étranglement, quand même. Lesquelles, dites-moi? Il n'y en a pas qu'on n'ait pas décidé. Il faut les partager. Aujourd'hui, enfin, vous savez, moi j'ai écouté un ancien président qui disait que le jour où on l'a appelé pour faire la dévaluation, il a pleuré. Hein? Et donc un président sénégalais qui dit qu'il a pleuré, qu'il a parlé à sa femme qui ne savait pas quoi faire, etc., qu'il a été obligé de l'annoncer. Mais je suis désolé, c'est un choix. Il pouvait démissionner. Qu'il allait arrêter ça. Enfin, je pense que aujourd'hui, il n'y a plus rien. Non, pas du tout. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce pourquoi le peuple vous a désigné, je suis désolé, il faut être honnête avec le peuple et rendre son tablier. C'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de la grande empathie pour ceux-là que les panafricanistes dénoncent, qui vous fait voir les choses dans ce sens. Non, pas du tout. Du point de vue ou du prisme de la pertinence de ces idées. Vous me connaissez très bien comme quelqu'un d'engagé, qui fait des choses, qui accompagne, qui participe au développement de ce pays, en tout cas à ma mesure. Et jamais, enfin, la question de l'empathie, je l'ai pour tout le monde. D'accord? Je suis ami à mes frères béninois, à mes frères sénégalais, à mes frères ivoiriens, comme à mes frères, à mes amis français. Et d'ailleurs, on a toujours dit qu'un pays n'a pas d'amis. C'est d'abord les intérêts. Donc, si j'ai un intérêt pour mon pays et j'ai besoin de collaborer avec Paul, Jacques, Pierre ou Marguerite, mais tant mieux pour mon pays si je peux en tirer l'essentiel. Donc ce n'est pas de l'empathie. Donc je dois être capable de parler à tout le monde tant que je peux avoir quelque chose qui arrange mon pays. C'est de ça dont il s'agit. Nous ne sommes pas là à dire, voilà, il faut
enlever certains pour remplacer par d'autres. Parce que ça, c'est d'autres aberrations qui arrivent. Dit, le panafricanisme tel qu'il est conduit aujourd'hui, est-ce le fond, la forme qu'est-ce que vous reprochez réellement à cette forme de... Parce que lorsqu'on observe, disons, ceux qui sont plus panafricanistes aujourd'hui et qui tiennent des discours parfois un peu trop durs, c'est la gabegie, c'est le népotisme, c'est la façon de gérer des gouvernants africains qu'ils dénoncent tous les jours. C'est leur façon de pouvoir conduire la destinée des peuples qu'ils dénoncent et surtout leur connivence avec les pouvoirs, disons, occidentaux. Est-ce que cela vous gêne en tant que tel? Vous voyez, nous faisons beaucoup de littérature sur cette affaire-là. Je pense qu'il faut prendre des choses factuelles. C'est plus simple. Pour moi, nous ne sommes pas aujourd'hui à la solde d'un pays quel qu'il soit. Ça, c'est le Bénin que je connais. À la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan militaire, à la fois sur le plan culturel. Nous n'avons pas besoin d'aller tendre la main à quelqu'un. On peut généraliser, hein, pas seulement sur le continent. Oui, le panafricanisme, ils ne le font pas seulement pour leur pays, spécifiquement, voilà. Mais c'est bien dommage, justement. C'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, comme je disais, les choses ont changé. Occupons-nous chacun de nos pays et partageons nos forces. Mais ça, c'est antinomique au panafricanisme que vous avez si bien défendu tout à l'heure. Le panafricanisme voudrait bien qu'à côté, si ça brûle, qu'on s'y intéresse. Bien sûr. Bien sûr. C'est contraire au nationalisme. Je suis d'accord, mais je n'ai pas parlé de nationalisme. C'est-à-dire que nous n'avons pas, nos leaders, d'accord, les années qui se sont succédées, ne se sont pas occupés de leur pays. Sauf d'eux-mêmes. D'accord? C'est ce qui a fait que les modèles n'ont pas fonctionné, les modèles de gouvernance n'ont pas fonctionné. Nous avons eu des périodes où les pouvoirs ont été confisqués. On ne fait pas du panafricanisme dans ces conditions-là. Si vous ne savez pas vous occuper de votre peuple, comment vous voulez vous occuper des peuples des autres? C'est de ça dont il s'agit. Donc je ne dis pas non. Aujourd'hui, je suis meurtri de voir que l'AES est née et sort du collectif africain. Je suis meurtri par ça. Mais en même temps, je veux bien que nous puissions aller vers une discussion tant que nous, on sait qui on est, comment on peut fonctionner. Par exemple, je suis en train de faire le panafricanisme. Le Niger me ferme la frontière. D'accord? Je fais quoi? Je parle de mon pays. Si nous sommes tous unis, nous pouvons aller discuter, faire en sorte que ça avance, y compris que l'AES devienne un instrument qui soit partagé ou qu'il revienne à la table de négociation, ou etc. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut déjà que l'entité première, qui est le pays, soit maîtrisé, entre guillemets, en termes d'unité, en termes de cohésion, mais là, etc. Le panafricanisme est renvoyé en tant qu'idéal à, je ne sais pas, non, parce que dans le passé, non, justement, je vous ai dit que les formes évoluent. Le panafricanisme que nos ancêtres ont eu le temps de faire, c'est-à-dire, je parle de Marcus Garvey, mais je peux en citer d'autres, la forme dans laquelle ça a été fait était liée à une oppression des populations en ce temps-là. D'accord, qui nécessitait... Quelle est la forme qui convient aujourd'hui? C'est développer son pays, faire en sorte qu'il y ait une cohésion régionale pour que nous ayons des valeurs communes, des objectifs communs. Par exemple, j'ai parlé de circulation des biens et des personnes. Donc l'échange commercial doit pouvoir se faire. La valorisation culturelle, c'est l'un des objectifs du panafricanisme. Ceux qui sont les défenseurs de l'idée du panafricanisme ne sont pas aux affaires pour la plupart. Ils ne sont pas dans le feu de l'action. Oui, heureusement. Heureusement parce que vous dites. Oui, heureusement parce que la version du panafricanisme n'est pas celle que je connais, c'est pas la version contemporaine. Pourquoi vous voyez les grands acteurs d'un certain panafricanisme aujourd'hui? Vous voyez Bassirou Diomaye Faye, un panafricaniste de gauche, il a accédé au pouvoir. Pourquoi vous ne voyez pas ceux-là et vous ne voyez que les très activistes? Et vous avez dit qu'ils font de la littérature. Il y en a qui ont du contenu sur Jérôme Carlos, j'en connais beaucoup. Pourquoi vous ne vous intéressez pas à ceux-là? Je vais vous poser une question. Vous allez y répondre parce que je ne répondrai pas. La réponse avant la question. Je vous pose une question parce que, en fait, aller faire des discours de haine
des discours contre les autres. Encore, je répète une fois, ce n'est pas ça le panafricanisme. Et ma question c'est, est-ce que d'après vous, Patrice Talon est un panafricaniste? Répondez. Non, mais essayez de peut-être demain, sur Actu Matin, on fera le débat si vous voulez notre opinion. Monsieur Zone Franche, c'est en toute franchise la vôtre qui est écoutée. Je vous ai parlé de 4 choses. L'Union africaine, le fait de pouvoir partager ensemble nos valeurs, faire en sorte que nos pays avancent ensemble. Je vous ai parlé de la renaissance culturelle, donc le fait de valoriser, de faire en sorte que notre identité, nos cultures ne soient plus opprimées, mais qu'elles soient reconnues et valorisées. Je vous ai parlé de l'autodétermination, le fait de décider par nous-mêmes ce que nous voulons pour nos populations. J'ai parlé également on va dire de la solidarité internationale en matière de tout ce qui est exclusion, etc. Quand vous prenez ces 4 critères-là, est-ce que votre président de la République, notre président de la République, est un panafricanisme ou pas? Je ne vois pas une seule case qu'il ne coche pas. Pourtant, il ne va pas faire des discours de panafricanistes. C'est ça ce que je suis en train de dire. Il y a un modèle nouveau qui existe aujourd'hui et qui doit fonctionner. Et c'est ça qui doit avancer. Regardez par exemple sa contribution à la ZLECAf, à l'instauration de la ZLECAf. Aujourd'hui, donc j'ai parlé de la circulation des personnes. Mais c'est des actes concrets qui, justement, démontrent de ce panafricanisme-là. Ce n'est pas un discours, c'est une réalité, c'est un fait. C'est de ça dont il s'agit. Donc, Diomaye Faye, il est arrivé, on lui dit bienvenue. Heureusement que ce n'était pas forcément un forcené de panafricanisme. On a encore le CFA, non? On a encore le CFA, on l'aura encore un petit moment. D'accord? Entre-temps, les pays continuent d'évoluer. Ça se construit. C'est des choses, donc c'est comme ça. Le pouvoir, il est là. Quand on a le pouvoir, il faut pouvoir l'exercer justement d'après ces différents critères-là pour construire ce panafricanisme-là. C'est ça qu'il faut qu'on partage avec les gens. Le panafricanisme, c'est ces 4 critères que j'ai évoqués et ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas la haine, etc. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il a de beaux jours devant lui, le panafricanisme, ou ça va mourir en évoluant? Je pense que nous avons une difficulté à remonter. Nous avons des organes régionaux qui ont besoin d'avoir de nouveaux souffles. Qu'il s'agisse de la CEDEAO, et l'Union africaine, n'en parlons pas. 1963, ça fait combien maintenant? Ça fait 61 ans. Les paradigmes ont changé. Et si nous voulons justement qu'il y ait... Parce que je rappelle que l'Union africaine, donc l'OUA dans le temps, est née donc, de ce mouvement panafricaniste. D'accord, 1963. Donc, quelque part, nous avons besoin que ces organes-là puissent reprendre des couleurs. Parce que les valeurs et le mode de gouvernance de ces organes-là n'a pas forcément bien fonctionné ces dernières années. Et donc, du coup, le peuple s'essouffle à continuer à espérer que ça bouge de ce côté-là. Il faudrait que ce soit réformé. Donc, si nous voulons que ce panafricanisme que je décris là puisse avoir de beaux jours devant lui et que les valeurs que nous développons ici au Bénin, par exemple, puissent être partagées, promues dans les autres pays pour que nous soyons de manière collective un peu plus forts pour avancer vers la construction de l'Afrique, il faudrait réorganiser ces institutions-là, ces organes régionaux qui n'ont que trop duré dans leur forme et dans leur mode de gouvernance. Allez, nous allons parler actualité nationale toujours et j'ai bien envie de prendre votre avis sur cette question du déplacement du marché d'Antokpa. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive et ça refait surface et puis grand bruit dans l'opinion publique également. Selon vous, comment doit-on appréhender le sujet pour une meilleure gestion de la réforme? D'abord, est-ce que c'est opportun aujourd'hui de déplacer d'Antokpa? Une question toute simple. Alors, moi Dantokpa m'intéresse parce que j'ai toujours connu Dantokpa. Dantokpa m'intéresse parce que c'est mythique. Aujourd'hui, quand les touristes arrivent, Dantokpa fait partie des points de visite. Alors moi, j'ai visité plusieurs fois Dantokpa. J'ai même travaillé avec des femmes de Dantokpa pour les accompagner dans leur modèle économique, etc. Nous sommes souvent fiers de dire que Dantokpa est le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand on a dit ça,
pour moi, on manque de quelques autres informations complémentaires. Moi, j'ai envie de les partager avec vous pour qu'on sache répondre à votre question. Est-ce que c'est opportun ou pas de déplacer le marché d'Antokpa? C'est bizarre. 1963 à nouveau, c'était la création officielle du marché d'Antokpa. Encore 61 ans, comme l'Union africaine d'ailleurs. Mais vous savez combien on était, la population, enfin combien était la population du Dahomey? 2,5 millions habitants. Et 2,5 millions habitants, les populations qui utilisent Dantokpa, ou du moins qui étaient sur la côte ici, vont de Diassin, Porte-Novo, à Kwakpa, à Ganri, et donc Dantokpa bien entendu, et Cotonou s'arrêtait à Vedoko. C'est de ça dont il s'agit. Alors, dans cette, on va dire, configuration démographique, il est donc évident qu'on puisse aller au même endroit pour acheter de la tomate, pour acheter du riz, de l'huile, mais également pour acheter de la maroquinerie, des chaussures, des sacs, etc., des vêtements, qu'on aille au même endroit pour acheter, je ne sais pas moi, enfin tout ce qu'on veut. La population n'était pas nombreuse. Aujourd'hui, nous sommes presque 14 millions d'habitants. Ça fait presque 6 fois la population d'antan. Mais depuis toujours, nous avons des bouchons tout le temps. Les meilleurs animateurs du marché d'Antokpa. Ils viennent de partout. Depuis la nuit des temps, oui. Les meilleurs acteurs de d'Antokpa viennent de très loin. Oui. Les meilleurs clients viennent d'outre frontières béninoises. Tout à fait. Attention, les riverains ne sont pas les meilleurs acteurs de d'Antokpa depuis toujours. Mais je vous l'accorde. Mais par exemple, pour ceux qui viennent acheter des tissus chez nous, quand ils viennent de l'étranger, est-ce que c'est faire 9 km de plus pour aller à Calavi qui va changer quelque chose pour eux? Ils viennent de l'étranger. Tous ceux qui viennent acheter des produits nobles, des bijoux, de la maroquinerie, des choses comme ça. Où est le problème? Ils vont faire 9 km. Ça se trouve même, ça sera plus proche parce que s'ils descendent de l'aéroport, ils vont aller plus rapidement. Je ne vois pas le problème. Ce que je voudrais d'abord qu'on constate ensemble, c'est que il est difficile de voir qu'un pays, des gouvernants d'un pays, ne puissent pas prendre leurs responsabilités face à une insécurité physique des personnes et des biens. Regardez par exemple les incendies qu'on avait eus à Tokpa. N'eût été peut-être le dieu des marchés, je ne sais pas, nous aurions eu beaucoup de pertes. Vous allez à Dantokpa, vous n'avez pas de place pour circuler. Il n'y a pas longtemps, même à Sigame, le grand marché du Togo, oui. On a enregistré des incendies, mais ça n'a pas empêché le marché d'évoluer à nouveau. Les réparations sont faites. Et comme à Dantokpa, mais oui. Vous voulez attendre donc le pire pour réagir? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est pour ça que je dis que déjà avec cette concentration humaine, il faut s'attendre à cela. Et pourquoi ne pas faire les réformes sur place, encadrer le marché s'il faut... Mais il n'y a pas de place. Et les gens ne sont pas en sécurité, c'est de ça dont il s'agit. Enfin, moi, je ne suis pas forcément un défenseur du déplacement du marché, parce qu'il faut le faire. Je suis juste je veux être réaliste. C'est une question de volonté. Lorsque vous prenez par exemple l'avenue de la Marina aujourd'hui. Oui. Quand on a voulu aménager, on a aménagé. Et c'est devenu pourquoi on très attrayant. Mais alors, on dépose où la mémoire? Vous avez d'où vient l'idée de la dislocation? Quelle est la mémoire que vous voulez? Dites-moi la mémoire. C'est justement la mémoire de 60 ans que vous racontiez tout à l'heure. Ce n'est pas à Dantokpa seulement qu'il y a cette mémoire-là. On parle de Dantokpa là maintenant. Dantokpa sera où après la dislocation? Il y aura des marchés qui vont reprendre. Dantokpa. Peut-être à Calavi. Alors, laissez-moi finir le problème d'insécurité parce que c'est sérieux. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que le gouvernement a besoin de prendre ses responsabilités parce que les hommes et des femmes qui sont des Béninois comme vous et moi, qui travaillent là-bas jour et nuit, sont en insécurité quand vous allez dans ce marché-là. Je suis sûr que vous n'y allez pas d'ailleurs dans ce marché-là. Bien sûr, mes chers non, mais vous êtes souvent pas régulièrement, mais moi alors si vous y allez, vous allez voir comment les gens sont en insécurité. Et l'insécurité n'est pas que physique, elle est également économique. Pourquoi? Parce que si vous allez à Dantokpa, vous ne trouverez guère que les familles qui ont leur ascendant, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui sont vraiment les plus lotis dans ce marché-là. Donc comment vous voulez... Bien sûr, mais... Il y a des gens qui viennent de l'intérieur du Bénin, qui sont des barons de certaines filières à Dantokpa. Je vous parle en tant qu'enfant
en griffe de Dantokwa. Oui, mais où ça? C'est de qui vous parlez? Moi, je prends les femmes, par exemple, qui vendent les pagnes. Ça se passe de femme en fille. Oui, mais il y en a qui viennent du Monokoufo, il y en a qui viennent de l'intérieur du Bénin. Et il n'y a pas que des descendants des côtiers allez là-bas, dans ces filières. Mais moi, je suis allé travailler avec ces personnes-là. Allez là-bas, vous allez voir. Si vous êtes nouveau, vous voulez vous installer dans le marché d'Antokwa aujourd'hui, vous n'avez pas de place. D'accord? Et ceux qui ont eu des places il y a 5-10 ans, par exemple, c'est encore tout récent, ne peuvent pas se développer sur le plan économique. Quand vous avez un business et que vous ne pouvez pas vous installer quelque part de manière sereine pour avoir vos clients et développer votre activité, votre économie, votre business ne va pas connaître une évolution d'échelle. Donc vous êtes voué à finir à la retraite au même niveau, à ne pas vous développer. C'est un mal pour le pays. Parce que du coup, le pays ne peut pas profiter de la valeur que vous êtes en capacité de créer. Pour autant, si par exemple on considère qu'il y a un nouveau marché, c'est ce qui est en train de se faire. Il y a 35 marchés qui sont prévus sur le plan national, dont 10 à Cotonou. Ça n'est pas rien. Dans lesquels on va pouvoir avoir des gens qui vont aller avoir leur lieu de travail. Ils vont avoir leur espace en toute sécurité et on saura que ce marché-là est dédié pour tel type de produit, tel autre marché c'est pour le détail, etc. Mais c'est plus structurant pour le pays. Et quand vous allez aller dans d'autres pays pour regarder, excusez-moi, mais vous avez une belle berge. Nous avons une belle berge. Et nous voulons dédier cela uniquement à un marché dans lequel il y a une concentration et une insécurité majeure. Parce que ça profite à tous. Les aménagements de berges sont pour des gens aux bourses hollywoodiennes. Entre-temps, faux. Oui, vous aurez à vous expliquer là-dessus, oui. Conrad Fakidi. Mais moi, là où j'ai vraiment envie de vous écouter, c'est que, pour vous, est-ce que la thérapie, la baguette magique à l'insécurité, c'est la dislocation du marché? Est-ce qu'on peut pas rendre cet environnement beaucoup plus sécure, tout en ne le délocalisant pas, tout en ne faisant pas disparaître d'abord le label d'Antokwa, ensuite les lieux qui, entre-temps, se sont mus dans le temps, mais sont demeurés les mêmes pour garder l'âme de marché qui s'est décrété de lui-même par la force de l'histoire et qui est resté dans le temps pendant plusieurs générations. Moi, je pense qu'il faudrait que vous proposiez une émission spéciale projet post-Dantokwa et que vous invitiez le ministre du cadre de vie ou d'autres pour que vous preniez connaissance de ce qui sera fait après. Ce n'est pas une dislocation du marché, c'est une réorganisation du marché. C'est-à-dire que le marché va s'organiser comme ça se fait dans d'autres pays. En fait, je m'étonne un peu de votre surprise, en fait. Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des marchés qui sont dédiés à certains types de produits. C'est comme ça, c'est pas je prends l'exemple du gros qui sera déplacé vers Calavi si mes informations sont bonnes. Alors, vous voyez le spectacle sur l'axe Cotonou. Ça dépend du gros. Je pense qu'il y en a un qui est vers le Sénégal. Quel que soit le gros, les gens seront obligés d'y aller. Oui. Vous voyez le trafic entre Cotonou et Calavi aujourd'hui. D'abord, à certaines heures de pointe, c'est compliqué de circuler. J'imagine, si ça commence bien par fonctionner, ça va être encore plus compliqué si rien n'est fait pour améliorer la fluidité sur cet axe-là. Alors, là-dessus, je pense que l'analyse n'est pas dans le bon sens. S'il y avait, je dirais, 50 000 personnes qui fréquentaient le marché toutes les semaines pour aller acheter toute cette diversité de produits-là, je pense que s'il restait une ou deux filières dans un endroit, on aura des séparations, c'est-à-dire la fluidité va se faire de manière totalement différente. Dans les bouchons du matin qu'on a, il y a des gens d'Antokwa qui viennent. D'accord? Si on a des marchés qui sont spécialisés à des endroits différents, les chemins seront différents. Vous créez donc une fluidité sur les tronçons. Et vous aurez moins de bouchons. Les gens d'Akwakwa viendront peut-être ici également. Oui, mais ils ne seront pas nombreux. Ce n'est pas tout le monde qui va au même endroit. C'est que les gens vont à des endroits différents. Donc ça crée, c'est la gestion du trafic. Donc c'est plus un avantage qu'un inconvénient, ce que vous êtes en train d'évoquer là. Mais par contre, moi je vous dis... Plutôt, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Le fait que les gens de partout entrent dans Abom et Calavi avec un seul pont qui s'affaisse déjà. Non, c'est pas des gens de partout. C'est des gens qui sont intéressés par ce qui est vendu. Justement, et ils viendront de partout sûrement, les gens intéressés. Ne dites pas que ceux qui sont ici n'ont pas les bourses pour aller au marché le gros. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais je suis en train de dire qu'au lieu que tout le monde, quels que soient les besoins, vont tous vers le seul et même endroit, on va avoir des gens qui vont aller à un endroit, d'autres qui vont aller à d'autres endroits, etc.
Enfin, c'est du trafic. C'est très théorique et j'attends que ce soit le cas dans la pratique. Et tout à l'heure, quand vous donnez l'exemple des autres pays, j'ai pensé à la Côte d'Ivoire, dont je connais un peu la configuration des marchés, un pays que vous maîtrisez aussi. Oui, là-bas, je n'ai pas entendu des histoires liées à ces marchés dans leur existence. Ce ne sont pas des patrimoines touristiques comme vous les défendiez. Cher Monsieur William, dites-moi où vous avez trouvé un marché sur la berge de Cocody ou bien du plateau en Côte d'Ivoire. Vous avez un marché là-bas? Ce n'est pas cet aspect que je relève. Je relève l'aspect historique. Mais c'est de ça l'aspect historique. C'est de ça dont je vous parle. L'aspect historique. L'âme. Le facteur tourisme, le facteur patrimoine. Il y a des Béninois qui ont épargné toute leur vie pour mettre pied pendant les vacances à Dantokpa, ne serait-ce qu'une seule fois avant de mourir. Un peu comme l'océan Atlantique. Monsieur William. On veut déplacer ça. Et vous dites que ça rend le trafic diffus et que c'est déjà suffisant. Je n'ai pas dit que c'est suffisant. D'accord? Mais notre histoire est-elle la naissance de Dantokpa? Notre histoire n'est-elle pas les Agodjiers? N'est-elle pas Biobera? N'est-elle pas... C'est pas ça. C'est notre vraie histoire. Mais j'ai des... Dantokpa n'en est pas une fausse. Mais j'ai mes frères qui sont à Niki, ils ne sont pas nombreux à être à Dantokpa. Mais ils ont une vraie histoire. D'accord? Je pense qu'il faut arriver à trouver ce qu'il faut garder comme un patrimoine national commun et ne pas trouver partout. Quand on a envie de changer quelque chose, on est tout de suite en train d'être réticent. Mais après, quand c'est fait, et que c'est beau, on dit « Oh, c'est magnifique ». C'est toujours comme ça que ça se passe. Non, il y a des fleurs qui ont été placées qui sont toutes magnifiques, mais que les gens n'ont jamais appréciées 2-3 ans après. Donc, c'est pas parce que c'est beau que quand ça fait partie, l'âme d'une histoire, que ça plaît à tout le monde dans le temps. Et le silence de tout le monde ou de la grande masse ne veut pas dire que c'est un consentement mutuel ou tacite. Quand la berge sera aménagée et que vous allez avoir des lieux de spectacle, des parcs, vous allez avoir la possibilité d'avoir des activités nautiques, vous allez avoir des restaurants, des choses tout au long, avec la création d'emplois, c'est-à-dire vos enfants, nos enfants qui viennent de partout, qui viendront travailler et qui vont permettre en fait d'apporter un plus à l'économie. Vous allez voir que en fait, quelque part, le petit espace qui sera réservé derrière, qui va peut-être être matérialisé comme étant l'ancien Dantokpa, sera encore plus emblématique. C'est de ça dont il s'agit. Donc, prenez connaissance du projet qui va être mis en place après, on va dire, la réorganisation du marché de Dantokpa, pour comprendre que nous sommes sur des vrais enjeux, de développement du pays. Et que Dantokpa n'en est pas un. C'est pas un enjeu de développement dans Dantokpa. Mais bien sûr, justement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire plusieurs marchés, 35 marchés, vous vous rendez compte, sur le plan national. 10 à Cotonou. C'est de la création d'opportunités de business pour nos frères et sœurs, notamment pour nos mamans, etc. C'est du business, c'est de ça dont il s'agit. Mais il n'y a plus de place à Dantokpa pour tout le monde. Faisons en sorte que les gens puissent aspirer à leur activité selon leurs différentes proximités, selon leurs projets, selon les filières qu'ils embrassent. Et c'est comme ça que ça se développe. Je vous donne un exemple qui est encore tout récent. Les Jeux Olympiques à Paris en ce moment, en France. Une partie de l'activité s'est déroulée dans la Seine, oui ou non? C'était un vrai sujet d'attrait. C'était un sujet de magnificence de la capitale française, qui est Paris. Mais c'est ça qu'on fait avec l'eau. Mais nous sommes à côté. Dans le temps, il y a encore une dizaine d'années, c'était des ordures qu'il y avait autour de cette berge lagunaire. Mais j'avais le cœur meurtri. Et encore, c'est pas encore totalement fini. Vous allez dans le fond d'Atapa, vous allez voir qu'il y a un vrai problème qu'il faut traiter. Et c'est ça qu'on va prendre à bras le cœur. Parce que dans le projet pour lequel je vous propose d'inviter le ministre concerné pour vous en parler, vous allez voir qu'il y a des circuits qui vont être créés pour permettre de désengorger donc les différentes parties de notre capitale. Vous allez nous aider à la voir sur notre plateau parce que c'est pas facile. Non, je pense que c'est quelqu'un qui répond à ces... Enfin, en tout cas, essayez. Ah oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas de... je parle pas en son nom, mais je pense que c'est quelqu'un qui répond assez bien aux sollicitations. On verra bien. Notamment les vôtres, le débat reste entier par rapport à cette actualité de Dantokpa. Nous allons évoluer. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et récemment sur votre page Facebook, on a pu lire, c'était la semaine écoulée si je me trompe, votre soutien à une des initiatives du gouvernement, comme vous le faites déjà
vous appréciez beaucoup les initiatives du gouvernement. Oui, il faut l'apprécier lorsque c'est bon. Enfin, voilà, la création d'un fonds d'investissement. Et elles sont toutes bonnes depuis. Non, on est sérieux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des choses qui se font, qui sont bien, il faut pouvoir les accompagner. Il faut que vous êtes objectif. Ah oui, mais il le faut. Il le faut. Enfin, pour moi, les éléments que je viens d'évoquer là, à mon sens, le sont totalement. Et lorsque c'est... Moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui se passent bien, dont on n'a pas l'habitude et dont on ignore la valeur. Et si nous avons la possibilité d'en savoir un peu, il est important de pouvoir le partager avec nos compatriotes. C'est dans cette posture que je me mets, pour dire, voilà, il se passe quelque chose. Ce n'est pas exactement ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, il y a pas mal de bonnes choses qu'il faut y voir. Donc, je les partage sur des sujets qui me paraissent dans cette logique-là. Allez, ce fonds d'investissement et de garantie des PME, pourquoi c'était nécessaire à votre avis? Alors, le fonds de garantie, le fonds de garantie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, en fait, en réalité? C'est que vous êtes une entreprise, une jeune entreprise, une petite entreprise. Souvent, vous n'avez pas une assiette, une capacité financière suffisante pour lever des fonds. En tant que père de famille, vous avez à un moment donné besoin d'un peu d'argent parce que vous êtes en train de réaliser quelque chose, ou bien les enfants sont malades, ou bien vous avez envie de vous acheter quelque chose qui fait que votre salaire ne suffit pas. Vous allez à la banque pour faire un emprunt. Les petites entreprises, lorsqu'elles ont besoin et qu'elles s'adressent à une banque, les banques en général trouvent qu'elles n'offrent pas suffisamment de garanties, suffisamment de sécurité pour qu'on leur fasse confiance. Donc il y a trop de risques pour les accompagner. On ne peut pas laisser les 98% de notre système économique, je veux parler des acteurs, les entreprises, les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin, sont 98% de notre économie. On ne peut pas les laisser dans une telle difficulté ad vitam aeternam. Il faut faire quelque chose. Il faut faire en sorte que ceux d'entre eux, ou celles d'entre eux, c'est dans ces entreprises-là, qui montrent quelques signes de crédibilité, puissent être acceptés parce que la banque, désormais, partage le risque avec un tiers qui est l'État. Et ce faisant, en fait, ça permet, encore une fois, aux meilleurs parmi ces entreprises-là de pouvoir grandir et de changer d'échelle. Moi, je vais vous raconter deux anecdotes rapides. Moi, j'ai accompagné une entreprise qui a environ 60-70 personnes comme salariés ici au Bénin et qui, depuis 4 mois, recherche une ligne de crédit, c'est-à-dire une ligne de découvert, en fait, auprès des banques. Et on n'arrête pas de la tourner en rond. 70 personnes qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires et on ne lui fait pas confiance pour lui accorder une autorisation de découvert de 200 millions. Pour moi, c'est impensable. C'est des réalités qui doivent évoluer dans notre pays pour permettre aux gens d'évoluer. Il y a un jeune que je connais qui a créé son entreprise et qui était tout fou la galette, très très encouragé par les marchés qu'il réalisait pour une commune du Bénin. Quand il a s'agi de réaliser 2 marchés ensemble, il n'a pas pu le faire, il s'est forcé, il n'a pas trouvé les financements, il a perdu un et les 2 marchés. Au bout de 2 ans, il a dû fermer, déposer les clés. C'est ça les réalités et c'est ça que je pense que le gouvernement a envie de pouvoir réduire en termes de risques dans notre pays pour que les entreprises puissent davantage avoir l'opportunité de développer leur activité de manière relativement sereine. Et ce n'est pas que dans notre pays que ça se fait, ça s'est déjà fait ailleurs. Donc je pense que ça n'est même pas suffisant. Au-delà de ça, quand la mesure va commencer à évoluer, je pense que le gouvernement pourrait faire attention à s'assurer que ces entreprises qui sont accompagnées dans ce cadre-là puissent profiter, ne serait-ce qu'une partie de l'offre publique qui peut être faite en matière de marché pour pouvoir travailler. Et l'autre chose qui aussi peut être importante par rapport à ça, je le dis rapidement, c'est qu'on peut rentrer dans une phase tendancieuse de l'utilisation de ce fonds de garantie par les banques. Parce que à partir du moment où le banquier voit qu'il y a une sécurité, il peut demander à l'entreprise qui aurait pu être crédible
sans ce fonds-là, d'aller chercher la garantie pour qu'elle puisse, la banque puisse l'accompagner. Donc ça, je pense qu'il faudrait qu'on soit vigilant pour que ce fonds-là puisse garantir vraiment les gens qu'on a envie de sortir de la difficulté pour les faire émerger en matière donc de développement. Et non pas de conforter des gens bien lotis déjà. Exactement, tout à fait. Eh bien, on va parler... Vous voyez, je dis les choses aussi et je mets les nuances. Absolument. Je dis ce qui est bien. Là où je dis de j'ai faire envie attention d'entendre également. aussi vos nuances. C'est important. C'est le CES. Ça aussi, c'est bien ce qui se fait là ou ce qui a été fait? Alors, qu'est-ce qui a été fait? Une loi organique Ah qui oui. enlève l'âme du CES, c'est-à-dire la lutte des travailleurs. Le CES a vocation à une origine française, le dialogue social. Aujourd'hui, les syndicats n'y sont plus, bref, bien des acteurs aussi, les chercheurs, les sports. Les associations de développement non plus. Oui, d'accord. Bon, parce que vous prenez ça par ce bout. Mais oui, mais justement, Votre c'est au lecture nom des de associations de développement, des votre communes, lecture de du cette Zour et des collines de que cette je loi suis organique. avoir votre lecture là-dessus. Cette loi organique. Écoutez, il y a une réforme qui a été votée par notre Assemblée, l'Assemblée nationale, récemment, en effet, qui apporte 3 modifications majeures à la loi organique existante. La première modification, c'est au niveau de la mission. Il a été dévolu désormais une nouvelle mission au CES qui consiste à aller se rapprocher des populations pour non seulement expliquer ce que nous avons vu des réalisations donc, qui se font, mais surtout de savoir en quoi nos populations sont satisfaites et demandent des choses qui les concernent. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de faire le distinguo entre ce que les populations demandent et ce qui se fait ou ce qui est prévu d'être fait, et ce qui n'a pas été ou qui n'est pas prévu d'être fait pour pouvoir apporter les conseils nécessaires au chef de l'État et à l'Assemblée nationale. Je pense donc c'est une opportunité qui est donnée au CES désormais d'aller un peu plus près donc des populations pour savoir choisir des sujets encore plus discriminants, encore plus effectifs, qui concernent davantage et directement les populations pour que ça fasse l'objet donc de conseils auprès du chef de l'État. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la mission. Alors, la deuxième chose est un corollaire de la première, c'est-à-dire que au nom de cela, il y a désormais une proposition de départementalisation de l'institution, c'est-à-dire donc que le CES va être présent dans les 12 départements de notre pays. Avec donc 9 personnes, 9 représentants donc dans chacun des départements. La troisième chose? Alors donc ça, voilà, ça veut dire que ça fonctionne. La troisième chose, c'est effectivement, et là c'est là où ça peut effectivement grincer selon les personnes, mais je demande à ce que nous voyons à l'usage, c'est que la composition du CES n'est désormais plus la même. Voilà. Donc effectivement, vous citez les syndicats, c'est vrai, ils n'y sont plus, mais il n'y a pas que les syndicats, il y a également les associations de développement, il y a les ONG, il y a les... Finalement, on se rapproche de qui? On veut les désidérata de qui si on fonctionne de la sorte? Et je me demande combien de chefs d'État successifs ont vraiment écouté le CES. Vous êtes haut conseiller de la République. Est-ce que le CES n'a pas besoin plutôt d'un mandat avec ces consultations beaucoup plus coercitives ou ne serait-ce qu'imposer à la limite sur certaines questions économiques et sociales au Parlement, quand ça discute, à l'exécutif, que plutôt d'être dépouillé de sa substance et un peu comme ça, rapproché pour ne finalement rien faire. Je vous rappelle que dans les mesures, et je ne l'ai pas cité, il y a désormais une activité majeure du président du CES auprès de l'Assemblée nationale chaque année, donc à la rentrée. Et ça nécessitera un travail de fond qui va créer le lien entre les institutions et la manière dont elles vont travailler ensemble pour les différentes réformes. Non, vidé de sa substance, je ne partage pas forcément cela, mais je suis d'accord avec vous qu'on peut se poser la question sur la nouvelle composition. Mais cette nouvelle composition, elle va être faite avec des propositions de partis politiques, de chambres différentes, de nos différentes chambres, etc. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y aura quand même une certaine représentation des populations. Donc voyons ce que ça va donner et ne tuons pas le loup avant de créer victoire, c'est comme ça on dit. En tout cas, je pense que si la loi elle est votée, c'est nos institutions, faisons le bilan pour savoir ce que ça va donner. Mais un responsable d'association de développement dans une entité comme le CES, n'est-ce pas le bon répondant pour savoir
répercuter ce qui se passe à la base au niveau des débats, des échanges là-bas. Oui, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Si on me demandait mon avis, je l'aurais donné, mais je ne suis pas... C'est pas la meilleure réforme. Non, je pense quand même qu'il y a une raison pour ça, c'est que toutes les associations de développement ne fonctionnent pas forcément comme il se doit. C'est ça. C'est une erreur d'avoir choisi. Déjà, non, c'est pas dit. Alors ça, vous pouvez le savoir. Je pense que ça n'est pas le cas. Déjà, je vous laisse on peut la réponse. Ça va être également un mot prime pour les autres, voilà, de se ranger, de faire bien le travail, le job. Non, je pense que c'est vrai que s'il était possible de réformer les associations de développement également, ce que moi je demandais depuis très longtemps, j'espère que ça va arriver un jour, ça pourrait être effectivement un moyen de légitimer leur place au sein de l'institution. Mais les associations de développement qui sont représentées au sein de l'institution sont celles qui sont les plus actives. Et malheureusement, ce n'est pas toutes. Donc je peux comprendre que le fait qu'il y ait quelques défaillances par moment puisse donner un peu froid au dos à nos gouvernants pour se dire que bon ben ok, on va les faire travailler différemment. Et c'est ce que je pense. Et c'est la même chose que pour nos différents représentants syndicaux que j'aime beaucoup, qui font des choses intéressantes également. Qui devront les faire désormais dehors. Conrad Baguidi, il est acteur de développement, haut conseiller au niveau du Conseil économique et social du Bénin. Vous étiez notre invité sur Zone Franche. J'avoue qu'il y a des questions qui sont laissées en rade. On aura l'occasion de revenir sur ces questions, par exemple des activités de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. Pardonnez-moi, mais je voudrais vous inviter à la foire départementale agro-pastorale des collines qui va avoir lieu à Savalou du 13 au 15 août parce que désormais, avec le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, nous étendons l'activité aux 16 communes du pôle ATDA 4. Donc, une manière de promouvoir notre agriculture et nos acteurs producteurs et transformateurs sur 16 communes différentes. Et ça va se passer à Savalou du 13 au 15 août. Une fois, ça part l'argent. Une fois, ça part l'opportunité. Et Canatra veut saisir l'opportunité. Donc, le service commercial sera à vos trousses. Merci, Conrad Baguidi. Merci à toute l'équipe de réalisation de Zone Franche de ce numéro de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. William Cliquant et moi et toute l'équipe de réalisation. On vous dit à dimanche prochain.